oui, ça y est, la nouvelle version de Procreate est enfin sortie. La version 5.2 de Procreate est sortie et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer et vous montrer toutes les nouveautés de Procreate. Alors, en quoi consistent ces nouveautés? Eh bien, pour résumer, il n'y a pas énormément de changements concernant la peinture en 2D. Il y en a qui sont vraiment très intéressant, notamment concernant les brushes, mais également un assistant de page qui est vraiment absolument génial. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Mais le gros du gros concernant la mise à jour de Procreate, c'est sur la 3D et l'accessibilité. La 3D, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir peindre des modèles en 3D, et l'accessibilité parce que Procreate a voulu s'aligner et rendre l'art accessible à tous en créant des outils pour les personnes notamment qui ont des problèmes de vue et des problèmes de mains qui tremblent. Donc voilà, dans cette vidéo, je ne t'expliquerai pas les bases de Procreate, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, donc si tu es débutant, je t'invite à aller voir tout de suite la première vidéo où je t'explique comment utiliser Procreate de A à Z. C'est un tuto de 1 heure que je te mets ici et en description. Car en description, je te mets aussi la vidéo concernant la mise à jour Procreate 5X, donc celle d'avant, celle que je vais vous présenter maintenant. Mais il vous faut absolument voir ces deux vidéos avant de voir celle-ci, parce que celle-ci, c'est vraiment, je vais juste parler des mises à jour, des nouveautés qui arrivent sur Procreate, et je ne vais pas faire un tutoriel pour vous montrer comment utiliser Procreate dans sa globalité. Alors du coup, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie de Creacoa. Je suis formatrice et coach artistique en ligne. Je vous aide et vous accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des vidéos en ligne comme celle-ci sur YouTube, mais également grâce à des formations, des challenges, tout ça sur l'univers de Procreate, de l'aquarelle et de la créativité. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à aller voir en description de la vidéo. Tu auras mon site internet, mon compte Instagram, mais également un pack de 14 brushes gratuites spéciales pour Procreate à télécharger gratuitement juste en dessous dans la description si tu ne l'as pas déjà téléchargé. Enfin, dernière chose, je vais commencer cette vidéo par l'explication de la 3D. Donc si c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout, je t'invite à aller voir en description. Tu auras un petit menu où tu pourras cliquer sur les parties qui t'intéressent de la vidéo. Sache juste que moi, personnellement, quand j'ai découvert les nouveautés de Procreate sur la 3D, je me suis dit ça m'intéresse pas du tout. Je fais pas du tout de modélisation en 3D, donc du coup importer des modèles, créer des modèles pour ensuite les peindre, etc. Je me suis dit ça va pas du tout me servir, c'est pas du tout intéressant pour moi, ça me fait beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, hier j'ai téléchargé une application de modélisation 3D et je vous avoue que c'est incroyable la facilité d'utilisation de ce logiciel, en tout cas de celui que j'ai trouvé. Je vous donnerai le nom dans la vidéo d'ailleurs. Mais vraiment, c'est incroyable. Donc je pense que oui, bien évidemment, c'est un univers à apprendre. Mais quand on a compris le truc et quand on a appris à faire ça, après on peut peindre, mettre tous nos motifs, nos illustrations sur ces objets et en faire des mock-ups. C'est absolument génial, c'est vraiment trop bien. Donc du coup, voilà. Donc si ça t'intéresse de réaliser tes propres mock-ups, je t'invite à regarder du coup cette vidéo en entier. Voilà, donc c'est parti, on y va, let's go! Donc, bien évidemment, la première chose que vous devez faire, c'est mettre à jour Procreate si ce n'est pas déjà fait. Donc, l'idée, c'est d'aller directement sur l'Apple Store, donc App Store, pardon, pas l'Apple Store, App Store, sur l'App Store qui est juste ici. Et là, soit vous cherchez Procreate, soit vous allez dans Apps, ici. Peut-être que vous la trouverez ici comme moi, et si c'est pas le cas, vous faites rechercher et vous recherchez tout simplement Procreate. Et ensuite, soit vous avez ici mettre à jour, soit vous cliquez dessus et ici vous aurez le petit bouton mettre à jour. Vous mettez à jour et vous allez vous retrouver donc ensuite sur Procreate, sur votre galerie. Ici sur votre galerie, vous aurez un petit mot avec écrit quelles sont les nouveautés ou nouveautés. Enfin, il y aura quelque chose ici en plus. Vous pouvez cliquer dessus. Si c'est trop tard, que vous l'avez déjà fait, vous faites comme moi, vous allez sur une toile, d'accord? Vous mettez sur une toile et ensuite vous allez aller dans Action, Aide
Et ici, vous avez un petit onglet qui s'appelle Nouveautés. Vous cliquez dessus et là, vous avez une sorte de petite explication en vidéo des nouveautés. Mais alors, c'est très rapide, hein. C'est vraiment juste du marketing, pas plus que ça. Donc là, il nous parle de la 3D. On a possibilité de télécharger un pack de modèles 3D qu'on va faire juste après. Je veux juste vous montrer la suite. Donc là, il nous montre la peinture en 3D, l'art accessible à tous et plus encore, mais on n'en sait pas plus. Commencez à utiliser Procreate, on revient là-dessus. Donc l'idée c'est que si ce n'est pas déjà fait, vous retournez dans Nouveautés et vous téléchargez le pack de modèles. Qu'est-ce que ça va télécharger? Ça va vous télécharger un pack avec, alors ça va vous les mettre sur la page principale de vos toiles. Vous allez vous retrouver avec une tonne de modèles en 3D comme ça dessus. Donc moi je vous invite à les regrouper ensemble et les mettre dans une pile. Donc comment on fait? Vous faites sélectionner, vous sélectionnez ceux que vous voulez mettre dans une pile, donc tous les modèles 3D, et vous appuyez sur pile. Et ça va vous les mettre dans un dossier que vous pouvez ensuite renommer en cliquant tout simplement dessus. Voilà. Donc, on va commencer avec les modèles 3D. Je vais vous montrer donc la première nouveauté, la 3D. Alors, attention, quand je parle de 3D, je ne parle pas de modèle, de création de modèle 3D. Je parle bien de réaliser la peinture sur un modèle 3D. Donc ce modèle 3D, si vous n'utilisez pas les modèles qui sont déjà préétablis, que vous venez de télécharger, il va falloir en créer de nouveaux. Et donc pour ça, il existe des logiciels exprès pour ça. Et donc moi personnellement hier j'ai regardé sur l'Apple Store l'Apple Store décidément sur l'App Store et j'ai trouvé un logiciel gratuit qui me paraît absolument génialissime. Donc à voir sur la durée, mais franchement je vous le conseille pour l'instant pour aller découvrir en tout cas le système de la modélisation 3D. Il y a un tuto qui est, c'est vraiment génial cette application, j'en reviens toujours pas. Donc l'idée c'est que c'est ShapeR 3D je crois, voilà, ShapeR 3D. Ça ressemble à ça. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc clairement, il y a un tuto en fait. Quand vous arrivez directement, vous n'êtes pas lâché dans l'application. Vous devez vraiment suivre tout ça pas à pas. Et franchement, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour réaliser ce qu'il nous demande de faire. Donc vraiment, je vous le conseille. Sinon, dans tous les cas, vous pouvez toujours aller voir d'autres applications pour faire ça. Dans tous les cas, pour réaliser une peinture sur un modèle 3D, il vous faut un fichier en .usdz ou un .obj, donc un objet, un .objet ça s'appelle. Donc ça, il faut que vous l'importiez directement dans la galerie Procreate pour pouvoir l'utiliser. Et il faut absolument, je reprends mes notes, il faut absolument qu'il y ait une carte UV dans ce fichier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de réaliser en fait votre peinture sur un mode. La carte UV en fait c'est une sorte de maillage de votre modèle 3D plaqué en fait sur un modèle 2D. C'est ce qui va vous permettre de dessiner, de réaliser la colorisation, de réaliser les textures de votre objet. S'il n'y a pas cette carte UV, vous ne pourrez pas utiliser ce fichier-là. Donc ça c'est très important. Après il y a beaucoup de petits détails etc que je ne maîtrise pas encore, mais franchement vous pourrez trouver les informations sur internet sans problème. Donc nous ici on va travailler sur un modèle inclus bien évidemment, donc moi je vais utiliser le roller. Donc voilà ce qu'on retrouve quand on clique dessus, et donc là en fait c'est super cool parce que en fait avec nos doigts on va pouvoir bouger totalement tout le roller et aller de haut en bas, découvrir vraiment tout notre roller. Et ça, vous utilisez donc 2 doigts pour déplacer votre roller, ok, un doigt pour le faire tourner sur lui-même, ok. Vous pouvez également zoomer et dézoomer avec 2 doigts, comme on a l'habitude en 2D. Et en plus de ça, vous pouvez déplacer le centre de rotation avec 2 doigts. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que là, si je me mets comme ça, et que je tourne, je vais avoir mon centre de rotation qui est sur lui-même, d'accord? Il tourne sur lui-même. Par contre, si je mets 2 doigts ici, que je décale, et là que je me décide à tourner, eh bien mon centre de rotation a changé.
Le centre de rotation, en fait, à chaque fois que vous allez utiliser 2 doigts, il va se déplacer au milieu. Donc si je mets 2 doigts ici et que je déplace, mon centre de rotation va se mettre ici. Et donc quand je vais tourner, il va tourner autour. Donc si je veux que mon centre de rotation se retrouve au niveau, vraiment sur mon roller et que je veux qu'il tourne vraiment sur lui-même, il faut que je zoome ici comme ça. Et là, il va tourner sur lui-même. Voilà pour comment bouger en tout cas notre élément 3D sur notre toile. Donc je vais commencer par vous faire une introduction sur comment peindre sur un modèle du coup 3D. Alors il y a plusieurs choses à savoir. Il y a pour sélectionner un groupe, pour sélectionner un calque, vous avez tout simplement à cliquer dessus et voir, vous voyez ça fait un check bleu. Ça veut dire que vous avez sélectionné la partie dont vous avez cliqué. Donc si je veux sélectionner les rouges, j'appuie dessus. Si je veux sélectionner l'avant, etc., etc. Ensuite, vous avez une possibilité de créer un nouveau calque pour pouvoir peindre, en fait, au lieu de peindre directement sur notre calque, je vais vous expliquer tout ça après, mais au lieu d'écraser et de peindre dessus directement, en fait, il va falloir créer un nouveau calque. Donc l'idée, c'est que vous appuyez ici, et ensuite vous appuyez ici, et vous allez pouvoir créer un nouveau calque. Ça va vous créer un nouveau calque au-dessus de la zone que vous venez de sélectionner. Ensuite, il y a aussi une petite astuce pour sélectionner l'ensemble des calques de notre groupe de textures. En fait, vous avez juste à rester appuyé ici. Vous avez à rester appuyé ici et vous cliquez sur une zone. Et là, ça va vous sélectionner l'ensemble du groupe de textures qui s'appelle Chou. Voilà. Donc ça, honnêtement, je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais sachez que ça existe. Ensuite, concernant du coup l'utilisation, bien évidemment, des calques. C'est quoi tous ces calques? Eh bien, vous avez des sortes de dossiers dans des dossiers. La manière dont c'est classé, c'est différent d'une toile en 2D. Ici, vous avez le groupe des textures, le groupe des textures, et dans ces groupes-là, vous avez des dossiers qui correspondent au maillage. Donc ça, c'est des maillages. Et ensuite, dans ces maillages, vous avez... alors celle-là, du coup, c'est celle que je viens de créer. Je vais la supprimer. Ça, c'est ce que vous avez à la base quand vous arrivez dessus. Donc, vous vous retrouvez avec le groupe de textures, vos maillages qui sont à l'intérieur. Donc là, par exemple, groupe de textures, maillage, maillage, maillage. Et à l'intérieur de ces maillages, vous avez un calque de base que l'on appelle, donc eux, ils l'appellent base layer en anglais. Et ce calque de base, en réalité, il existe sur l'ensemble de vos maillages. C'est-à-dire que c'est un calque partagé. C'est le même que vous allez retrouver en fait partout. Donc dès que vous allez créer quelque chose ici, si vous créez un nouveau calque et que vous dessinez quelque chose dessus, vous allez le retrouver également sur l'autre maillage du même groupe de textures. Donc c'est exactement la même chose pour tout, hein. Voilà pour ça. À l'intérieur de votre calque de base, vous avez ici un petit logo. Vous appuyez dessus et là vous vous retrouvez avec alors c'est pas vraiment, c'est des calques sans être des calques. En réalité, ce sont des calques qui vous donnent les informations sur la couleur, sur l'aspect de rugosité et l'aspect métallique de votre objet. De votre maillage qui est juste ici. Et donc vous avez accès à tous ces calques et que vous pouvez bien évidemment modifier. Concernant la peinture en 3D, vous n'avez pas accès à un fond d'écran, à un background, vous n'y avez pas accès, ne le cherchez pas, tout simplement parce qu'un modèle 3D, c'est comme s'il flottait dans l'air et que vous pouvez l'utiliser, le tourner comme ça avec vos mains. Donc il n'y a pas de fond. Par contre, vous pourrez y mettre un environnement, ça je vous montrerai juste après. Ensuite, concernant tous les outils sur Procreate, vous pouvez utiliser absolument tous les outils comme d'habitude. Il y a quelques changements par contre dans les ajustements, vous n'avez pas accès à tout au niveau des ajustements, mais sinon clairement vous avez presque accès à tout, hein. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer du coup comment faire. Donc on va se mettre sur du coup le calque que j'ai créé ici au niveau de la chaussure et je vais tout simplement vous montrer comment dessiner dessus. Je vais prendre par exemple une couleur bien jaune, bien flashy comme dans les années 80 avec Plume Studio et là vous allez dessiner du coup ce que vous voulez sur votre modèle. Et regardez-moi ça comme c'est trop génial. Donc vous pouvez vraiment dessiner tout ce que vous voulez, hein.
Donc là, je peux faire un effet un peu aux années 80 avec un modèle un peu comme ça. Et je peux y mettre des paillettes. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là, on a peint un morceau sur notre roller, mais sachez qu'il existe également de nouvelles brushes pour justement représenter des matériaux, pour peindre des effets de matériaux que vous allez retrouver ici dans le nouveau dossier qui s'appelle matériaux. Alors attention, ce n'est pas vraiment un nouveau dossier, c'est un dossier qui remplace le dossier retouche. Avant, on avait un dossier au même endroit qui s'appelait retouche, donc il a juste été renommé. Ils ont laissé les brushes qu'il y avait, donc toutes ces brushes-là, elles y étaient, et ils ont ajouté toutes celles-ci. Voilà, donc ça, ce sont des brushes de retouche. Donc quand vous cliquez dessus, je vais vous montrer également qu'il y a autre chose dans l'atelier de pinceau qui est apparu. Ici également matériaux, ça c'est nouveau aussi. Et ici, en fait, vous avez accès à l'aspect métallique et rugueux de votre brush directement. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir... Alors, je vais effacer ça et je vais vous montrer. Donc là, clairement... donc là je mets ma brush et ici vous avez accès à l'intensité de l'aspect métallique en fait de votre brush. Donc plus vous allez aller vers la droite, là on est sur un aspect métallique donc brillant, alors que ici quand je baisse, on a un aspect non métallique donc c'est assez mat. Ici pareil au niveau de la rugosité, donc la rugosité ça va surtout être l'aspect lisse en fait ou rugueux de votre brush. Et donc là c'est exactement la même chose, vous allez pouvoir baisser l'intensité, donc que ce soit pas du tout rugueux donc brillant, ou alors totalement rugueux donc en mettant tout à droite. Donc là on voit, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment, c'est mat et rugueux, on a un aspect qui est rugueux. Alors que si je mets tout en bas, donc brillant, et que je mets par exemple métallique, on se retrouve avec carrément, ici ça brille, on a même le petit point blanc ici qui est là. Et donc ici, cet aspect-là, je l'ai activé grâce à l'aperçu 3D ici. Donc là, vous avez juste à cliquer ici et vous avez un aperçu sur votre 3D. Alors là, ça ne change pas, mais c'est normal, c'est parce que je suis sur directement matériaux. Si j'étais par là, je crois que voilà, je peux le désactiver par ici. Là, c'est parce que quand on est dans matériaux, il y a forcément l'aperçu 3D qui est activé. Voilà donc pour les changements des brushes. Donc vous pouvez faire ça avec toutes les brushes, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire pour la 3D. Hein. Voilà. Ici, on voit donc que c'est quand même assez limitant parce que quand je tourne, j'ai dessiné donc un côté. Sauf qu'en fait, je me retrouve avec l'autre côté qui n'est pas dessiné. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que du coup, si je veux que ce soit la même chose des deux côtés, si je veux qu'ici il y ait une intersection qui aille convenablement, eh bien je ne peux pas. Surtout qu'en plus de ça, j'ai accès à très très peu de calques dans ces modèles-là. Donc je ne peux pas avoir... Là, il me semble que je peux avoir juste un calque de plus. Donc clairement, c'est pas assez du tout. Donc il y a une solution pour ça. Pour ça, il va vous suffire d'activer l'outil sélection qui est juste ici. On va aller dans Avancer. Donc mettez-vous bien en face de votre objet et qui est l'autre partie où on va vouloir mettre donc notre dessin, qui soit vraiment derrière. Qu'on ait vraiment cette vue-là sur le côté. Ensuite, vous allez aller dans Projection, vous allez activer la profondeur de projection. Donc moi, je vais me décaler pour vous montrer ce que ça fait. Et la profondeur de projection, en fait, ça va se mettre de l'autre côté si vous activez ensuite le bidirectionnel. Et donc là, on voit bien notre dessin, il s'est mis de l'autre côté. Sauf qu'il y a un problème, ici, la liaison ne s'est pas faite. Et donc, je vais vous montrer l'utilisation de cet objet-là. Donc là, l'idée, c'est qu'on va aller jouer avec cette petite manette ici, pour pouvoir avoir notre dessin qui se relie sur les deux côtés comme je viens de faire là. Donc là en fait on peut bouger ici, d'accord? On peut bouger également cette partie-là qui va vous aider en réalité à le mettre convenablement. Des fois on a le dessin qui ne s'affiche pas entièrement, donc il faut utiliser cette petite molette ici qui, on voit ici ça bouge. On voit la manière dont ça bouge. Il faut que ce soit aligné en fait à notre objet. Et enfin, ces deux ici, c'est pour grossir ou abaisser en fait. C'est vraiment
pour, comment dire, oui c'est ça, pour grossir, pour bouger en fait notre dessin. Mais je vous le montrerai un petit peu mieux, parce que là sur celui-là, on voit pas trop à quoi ça sert, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Et ensuite, bicubique ici, ça va être sur la netteté de notre dessin. Donc là, si je zoome, on va avoir, alors là, bien évidemment, on ne le voit pas trop, mais en gros, ici, le voisin le plus proche, on va avoir un trait qui est très net, un peu moins net, et là, on est sur un petit peu flouté. Donc ça va vraiment définir notre trait, ok? Et automatique, eh bien tout simplement, vous pouvez augmenter avec le zoom comme ça, avec les doigts. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait avec vos doigts. Voilà. Donc là, on a bien notre roller avec notre dessin des deux côtés. Je vais donc vous montrer qu'il est possible aussi de rajouter une image, de rajouter une image tout simplement. Donc vous allez aller dans Ajouter, insérer une photo, choisir votre photo. Donc moi je vais aller dans ici. Donc j'insère une image. Et donc là on est en automatique, d'accord? Donc là vous allez pouvoir bouger comme vous voulez votre élément. Donc là je vois, c'est un très bon exemple, c'est très bien que ça se passe comme ça. Je vois ici, si je zoome, que mon image est mangée, d'accord? Pourquoi elle est mangée? Parce qu'elle n'est pas bien mise au niveau de ma... C'est de la 3 dimensions, donc il faut faire attention à ce qu'elle ne rentre pas à l'intérieur, en fait. Là, elle rentrait à l'intérieur de mon patin. Et donc, j'avais un problème. Si ça vous arrive, vous allez dans l'avancée, et là, vous vous décalez, et c'est ça que vous allez devoir bouger pour pouvoir le ressortir, en fait, de votre roller, enfin, de votre objet. Donc là, on voit bien que j'ai rajouté du coup un élément, un objet. Et vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter également... hop, je vais supprimer ça. Je peux rajouter également des paillettes. Et donc là, faire exactement la même chose. Vous le mettez comme ça. Vous pouvez également le mettre de l'autre côté avec le même système que tout à l'heure. Et enfin, vous pouvez également, hop, ici, utiliser donc les fameux calques de rugosité et de métallique. Alors ça fonctionne exactement que la même chose, c'est comme un masque, donc vous allez devoir utiliser les couleurs noir, blanc et tous les gris pour pouvoir activer ou désactiver la rugosité ou l'aspect métallique. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, là on va aller sur un aspect métallique qui est censé être métallique, ok? Je prends une couleur blanche et là je vais, si ça veut bien, ah bah oui, voilà, j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait surtout pas faire, il faut absolument aller sur le bon calque. Donc je clique dessus, là je suis sur le bon calque, j'ouvre ici, et là je vais sur rugosité, ok? Et là, voilà, on y a accès. Donc là, en faisant le blanc, c'est-à-dire le blanc va activer la rugosité, d'accord? Si je mets du noir, je vais faire disparaître la rugosité et on va se retrouver avec quelque chose de très lisse, d'accord? C'est pas rugueux, c'est lisse. Donc ça active forcément un peu le métal. Et donc là, à la base, ça devait être gris, ça devait certainement être un gris, voilà, quelque chose comme ça, puisqu'on a du coup cet aspect qui est c'est un entre-deux. Ensuite, pareil pour le métallique, on va désactiver l'aspect métallique avec du noir, et on va réactiver l'aspect métallique avec du blanc. Et là, on voit bien que ça brille, c'est hyper brillant, c'est hyper métallique. Et donc si on veut vraiment que ce soit encore plus métallique, on va sur rugosité et on désactive la rugosité et on va se retrouver du coup avec un aspect le plus métallique. Ça c'est le plus métallique qu'on puisse faire puisque j'ai désactivé la rugosité avec du noir et j'ai activé le métallique avec du blanc. Donc là on se retrouve vraiment avec un aspect très 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 métallique et lisse. Ensuite, parfois quand vous peignez en 3D, quand vous peignez comme ça sur un objet en 3D, il va y avoir des moments où vous allez vous sentir bloqué. Et donc il existe un outil qui s'appelle, qui vous allez trouver dans Action 3D
et vous avez ici affiché la texture 2D. Et ça va vous afficher cette fameuse texture dont je vous parlais. Donc là, on a accès à la texture 2D des roues. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné les roues juste avant. Donc si je veux par exemple dessiner sur mon patin, je clique dessus et ensuite je retourne dans Action 3D, afficher la texture 2D. Et là, je me retrouve donc bien avec ma texture 2D. Je peux dessiner dessus comme je veux. Hop, en se mettant bien évidemment sur le bon calque. Donc par exemple ici j'avais effectivement mes dessins, je peux continuer à dessiner ici, sauf qu'en fait j'ai pas d'aperçu sur mon image en 3D. Donc ce que je peux faire, c'est activer l'outil référence dans Action Toile Référence. Et là, en fait, vous avez un petit onglet 3D qui va vous permettre de tout simplement voir en direct ce que vous faites sur la texture en 2D. Et donc là, on voit bien que toutes les modifications que je fais se font ici aussi. Donc je peux bouger mon modèle, etc., etc. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant de savoir qu'on peut avoir les deux et jouer sur les deux. Ensuite, dans ce menu qu'on a vu juste avant, donc dans Toile, où on a trouvé la référence, donc là, je vais la désactiver. Ici, on a également information sur la toile, on va pouvoir tout simplement signer notre dessin et on a toutes les statistiques aussi de notre dessin. Enfin, on a un autre dossier ici qui s'appelle 3D, dans Action également. Donc là, comme je vous disais, c'était là où on affichait la texture 2D. Le peindre à travers le maillage, honnêtement, j'ai pas encore trouvé à quoi ça sert, mais je pense que c'est certainement peut-être quand on a une matière qui est un peu transparente. Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas réussi à trouver. Ensuite, on va avoir deux autres éléments dans ce menu. On va avoir modifier l'éclairage et l'environnement et afficher en réalité augmentée. On va d'abord aller voir l'éclairage et l'environnement. Donc, on va pouvoir ajouter de la lumière. Donc, la lumière, à la base, on a 2 points. Là, je viens d'en rajouter un, d'accord? Si j'annule, ça m'annule effectivement tout l'ensemble. Hop. Et donc là, je peux jouer sur ma lumière et afficher de la lumière, en fait, sur mon modèle. Donc ce que je peux faire, c'est jouer avec la teinte de ma lumière. Donc là, par exemple, je peux mettre du bleu, ok, et jouer avec la saturation, donc mettre beaucoup plus saturé. Si je veux, par exemple, mettre du rose, je peux mettre du rose et jouer sur la saturation de la lumière et l'intensité de la lumière. Donc là, beaucoup plus lumineux. On peut supprimer la lumière, on peut dupliquer notre lumière, la déplacer, on peut se déplacer. Donc là, par exemple, si je décide de mettre du bleu, hop, par exemple, et ici, je vais mettre du rose. Voilà, je me retrouve avec un patin qui est illuminé de bleu et de rose. C'est absolument génial. Et ensuite de ça, je vais pouvoir jouer sur son environnement. Son environnement va également avoir un impact en fait sur son aspect visuel. Et on va pouvoir choisir différents environnements ici. Donc là, alors forcément c'est ville nocturne, côté port, industriel, etc. On peut jouer sur l'exposition aussi, donc plus ou moins lumineux ou pas. C'est assez drôle parce que Savage, en fait, ça correspond au studio des créateurs de Procreate. Et en fait, on le voit notamment quand on est carrément sur un autre modèle, quand on est sur les lunettes de soleil, on a accès ici, hop, dans modifier éclérage, environnement, Savage, exposition. Si je zoome, en fait, dans les lunettes, on voit les bureaux du studio de Procreate en fait. À l'intérieur des lunettes, on a un accès en fait Je trouve ça trop génial parce que du coup on a un reflet en fait. La ville nocturne, on voit les bâtiments, côté port on voit le port industriel, lever du soleil, la plage, c'est trop stylé parce que vraiment on voit en fait les reflets dans les lunettes. Qu'on ne voyait pas d'ailleurs avec avec les rollers. Enfin, dans ce fameux menu 3D, on a affiché en réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc là, en fait, quand vous mettez votre caméra, votre iPad
il faut quand même qu'il y ait une certaine distance. Donc là, moi j'ai mis le sol. Et là, avec vos doigts, vous pouvez en fait tout simplement grossir par exemple alors c'est un peu capricieux je trouve, là voilà, j'ai un peu de mal à le grossir. Vous pouvez normalement le faire tourner, mais c'est pareil, ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Il y a certains moments où j'avais réussi à le faire tourner. La canette est un peu plus facile à faire tourner. Enfin voilà, c'est un petit peu capricieux je trouve encore la réalité augmentée. Mais franchement c'est trop cool parce que du coup on peut même faire une capture d'écran, on peut également envoyer avec le petit bouton à droite, on peut s'enregistrer le modèle de la réalité augmentée. Enfin voilà, c'est super cool. Vous pouvez vraiment voir ce que ça donne en vrai si votre objet était réel avec la peinture que vous lui avez mise sur la tête. Voilà. Dernière chose concernant la 3D, je vais vous montrer comment partager votre modèle 3D sur les réseaux ou autres. Donc vous avez 3 possibilités. Vous avez la possibilité de partager le modèle qui va vous permettre de continuer à travailler. Donc c'est vraiment pour partager votre fichier soit à quelqu'un d'autre en par exemple utilisant le format Procreate. Vous le partagez à quelqu'un d'autre qui a également Procreate et qui veut travailler dessus. Soit en USDZ, soit en OBJ. Alors le USDZ, c'est un format de Apple qui est surtout utilisé pour des applications de réalité augmentée. Le point OBJ, lui, c'est le format le plus utilisé dans la modélisation 3D et donc c'est certainement celui que vous allez utiliser pour passer votre modèle 3D vers une autre application de modélisation 3D par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir partager votre image. Donc, l'image en JPEG, ça va tout simplement être une image tout simplement avec le fond. Donc, ça va être, si vous avez mis un environnement, vous aurez l'environnement derrière. Tout sera, vous aurez votre objet et le fond. Si vous partagez en PNG, il faut absolument désactiver l'environnement pour pouvoir avoir un fond transparent, puisque c'est la base du PNG. Le PNG va vous permettre d'avoir accès à un fond transparent. Et donc pour ça, il faut que vous alliez dans la 3D, que vous retourniez dans éclairage et environnement et que vous que vous désactiviez du coup votre environnement. Quand vous allez l'enregistrer, vous allez vous retrouver avec un fichier qui va être avec un fond transparent comme celui-ci. Donc là, on voit bien que j'ai un fond transparent, donc il est noir, il est blanc, pourquoi? Parce qu'il est transparent. Voilà, ensuite, pareil dans les possibilités de partager votre image, vous avez le TIFF. Le TIFF, c'est un format qui est surtout utilisé pour les professionnels, puisque c'est une image qui n'est pas du tout compressée. Voilà, ensuite vous avez la possibilité de partager, donc on a dit pour partager le modèle, donc pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, on a vu les formats de fichiers qui vont vous permettre de partager une image. Et là, je vais vous montrer les possibilités de partager votre modèle 3D en animation. Et donc pour ça, vous avez 4 options. Vous avez le GIF d'abord, donc le GIF, je vais vous montrer un peu tous les menus. Donc là, vous avez possibilité de résolution maximale ou compatible web. Alors, résolution maximale, ça va être effectivement notre résolution maximale, la meilleure qualité. Compatible web, il va réduire la taille et il va la faire moins grosse et moins lourde pour le web. Ensuite, le tramage. Alors le tramage, ça sert à quoi? Les animations GIF compatibles pour le web, en fait, ils vont réduire les possibilités de palette de couleurs et donc ça va parfois former des sortes de bandes de couleurs sur votre vidéo et donc le tramage, en activant le tramage, ça va vous permettre de réduire ces bandes de couleurs. Donc ça c'est bon à savoir, mais voilà, en règle générale on ne l'utilise pas trop. Ensuite pareil, palette de couleurs par image, c'est une option qui va vous permettre d'enregistrer votre image avec une palette de couleurs par image et non par objet, c'est-à-dire que normalement ça enregistre une palette de couleurs pour l'ensemble de votre animation. Ici, on va avoir une palette de couleurs par image dans votre animation, donc forcément, on va avoir une meilleure qualité au niveau des couleurs, mais on aura un GIF qui sera beaucoup plus lourd. Donc ça, c'est pareil, il faut le savoir. Ensuite, vous avez 2 styles d'animation. Vous avez la rotation et le balancement. La rotation, on voit bien que ça tourne sur elle-même. Le balancement, il passe d'un côté à un autre. Donc ça, c'est pareil, vous choisissez ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez 3 options ici. La durée de l'animation. Donc plus vous allez mettre d'images par seconde,
plus votre animation va être lente. Plus vous baissez, plus votre animation va être rapide. Ensuite, zoom distance, ça correspond pas. Comme le nom l'indique, plus on va baisser ici, moins on va avoir de zoom qui va se faire au niveau de la rotation. On voit bien que là, ça part en arrière, ça revient en avant, alors qu'ici, il tourne sur lui-même. Ok? Donc on a baissé le zoom sur la distance. Ensuite, l'accélération, c'est l'accélération parce qu'en fait, on voit que quand il tourne bien sur lui-même à la même vitesse. Par contre, quand on augmente l'accélération, il a un moment d'accélération. Il fait un il y a un moment donné où il fait une accélération. Il n'a pas la même vitesse. Et enfin, dernière option, l'arrière-plan transparent qui vous permet d'avoir un arrière-plan transparent sur un GIF. Vous pouvez également donc gérer, et vous devez également gérer le seuil alpha qui va vous définir les limites au niveau de la transparence. Donc ça c'est pour le GIF. Ensuite vous avez également pour partager votre animation, le PNG. Le PNG ça correspond exactement à la même chose que le GIF, c'est juste que c'est un format qui gère beaucoup mieux l'arrière-plan transparent. C'est un format fait pour ça. Ensuite, vous avez le MP4 qui correspond à l'exportation d'une vidéo en format MP4. Et donc, c'est un format qui est de très bonne qualité. Vous pouvez choisir également la qualité de la vidéo. Donc, vous avez ces trois formats-là. Plus le format carré qui, lui, est un format qui est beaucoup moins de moins bonne qualité puisqu'il est en 1080 par 1080 en carré, donc pour Instagram. C'est vraiment un format fait pour les publications Instagram. Et donc pareil, vous avez également le même nombre d'options ici. Enfin, dernière chose, vous avez le HEVC animé qui lui est fait pour... c'est exactement le même principe que le MP4, c'est juste que lui gère les arrière-plans transparents. Voilà pour la 3D. Donc on en a fait le tour. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais maintenant vous pouvez vous amuser. Maintenant qu'on a vu la 3D, je vais vous parler de l'accessibilité. Donc Procreate a voulu vraiment rendre l'art accessible à tous, du moins à un maximum de personnes, même ceux qui ont un problème de dextérité au niveau du coup tremblement des mains ou des problèmes de vue, et donc adapter leur logiciel, leur application à ces personnes-là. Donc je trouve ça absolument génial, vraiment, c'est vraiment un très bonne démarche. Et donc on va commencer tout de suite avec le Streamline. Le Streamline a été modifié, c'est pour ça peut-être que vous ne le retrouvez pas. J'ai eu beaucoup de questions sur où est passé ce fameux Streamline. Alors le Streamline, ne vous inquiétez pas, n'a pas disparu, il a juste été bougé et il a été agrandi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'options qu'avant, c'est beaucoup moins simple d'utilisation. En tout cas, pour nous qui n'avons pas de problème de dextérité, il n'y a pas grand changement. Il y a un changement par contre qui est trop cool pour la pression. Je vous montre tout ça. Donc quand vous allez effectivement chercher le fameux Streamline, vous avez normalement à cliquer ici. Il a disparu, il était censé être dans tracé du trait. Sauf qu'il n'est plus dans tracé du trait, il est dans stabilisation. Et en fait, il s'est transformé en stabilisation. Stabilisation comprend plusieurs réglages dont Streamline, la stabilisation et le filtrage de mouvement. Alors le Streamline habituel dont on avait l'habitude d'utiliser, c'est ce réglage-là, c'est l'intensité. Ok ? Donc là, je vais vous montrer, quand on fait un essai ici, effectivement, on voit bien que là, on a une amélioration du trait qui se fait. Donc ça va surtout se voir sur sur quelque chose comme ça, où là, attends, on va dessiner avec pas de Streamline. Ok, et donc là, quand j'active le Streamline, on a effectivement notre trait qui s'améliore. Ensuite, la pression. Alors la pression, c'est trop cool. Je vais changer de brush pour vous montrer ça. Je vais aller dans calligraphie, je vais prendre stylo pinceau et hop, quand je vais dans la pression, quand je n'ai pas de pression, sans pression, et que je fais quand je change rapidement au niveau de la pression, donc j'appuie très peu et d'un seul coup je passe et j'appuie fort, on a des effets comme ça qui sont franchement pas très jolis. Ici on voit qu'il y a c'est pas très stable au niveau de la transition. Et donc pression va nous permettre d'avoir une meilleure transition en fait
entre effectivement le peu de pression et beaucoup de pression. On voit vraiment une différence qui est extraordinaire. Donc ça, c'est absolument génialissime pour faire de la calligraphie. C'est topissime. C'est vraiment trop bien. Ensuite, stabilisation, intensité. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Et ça, là, on rentre dans surtout les outils pour l'accessibilité. Donc vraiment pour les personnes qui vont avoir tendance à trembler, par exemple. Et donc, on va le voir quand on fait ça. On va voir que ça va tout de suite, en fait, ça fonctionne avec le mouvement. Plus vous allez aller, alors je vais repartir sur, donc là je vais prendre celle-ci, je vais régler la stabilisation, donc assez élevée pour vous montrer. Et là, vous allez voir que quand je vais doucement, j'ai vraiment un accès au dessin que je veux réellement faire, d'accord ? Par contre, dès que je vais vite, eh bien, ça fait un trait droit. Donc en fait, c'est vraiment ça qui va stabiliser le mouvement quand j'ai des tremblements. Il va pouvoir stabiliser, en fait, tout simplement, le mouvement. Là, on voit bien que je tremble, mais j'arrive à faire des traits droits. Voilà, enfin bref, là, c'est pas très intéressant. Pour une personne qui ne tremble pas, en tout cas, ça va pas apporter grand-chose, ce modèle-là, cette option-là. Et après, le filtrage de mouvement, c'est... alors, ça va jouer surtout sur... Enfin, ça fait un effet... C'est un peu pareil. Ça, c'est vraiment fait pour les tremblements assez importants. Et donc, on va jouer avec ces deux mouvements-là. Ces règles-là, donc ces options-là sont disponibles. Donc ça, elles sont disponibles dans chacune des brushes. Donc, on peut vraiment gérer tout ça brush par brush, ok ? Mais on peut aussi le mettre quand on a vraiment un problème de dextérité, eh bien on va pouvoir l'appliquer sur l'ensemble de nos brushes. Et donc pour ça, on va aller tout simplement dans Action, Préférences, et là on va aller dans Pression et lissage. Et dans Pression et lissage, on va se retrouver avec les mêmes options et qu'on va pouvoir également du coup mettre pour l'ensemble de nos brushes et non juste brush par brush et le changer à chaque fois que vous allez devoir utiliser une brush. Donc si vous avez vraiment besoin de cette facilité, de cette amélioration du trait sur l'ensemble de vos brushes, passez par cette option-là. Ensuite, il y a d'autres outils qui ont été créés pour les personnes avec des problèmes de tremblement et des problèmes de vue notamment. On va voir ça tout de suite. Donc pour ça, il faut aller dans un nouveau menu. On va aller dans Action, Aide et on va aller sur Réglages avancés. Dans Réglages avancés, ici, tout au bout, tout à la fin, il y a un dossier accessibilité qui a été, une catégorie accessibilité qui a été rajoutée. Donc moi, vous voyez, j'en ai quand même deux que j'ai gardé. Bon, alors honnêtement, celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai activé, c'est pas normal. Mais celui-là, la notification décrivant les couleurs, je l'ai gardé, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc l'assistant pour les gestes à un seul toucher, donc on va l'activer et on va aller voir tout de suite ce que c'est. Donc en réalité, c'est utile pour les personnes qui ne peuvent ou qui ne veulent utiliser que l'Apple Pencil ou que une main. Parce que quand on a une main ou un doigt surtout, qui veulent utiliser un seul doigt ou seulement l'Apple Pencil. Pourquoi ? Parce que quand on a cette difficulté-là, eh bien, on ne va pas pouvoir, par exemple, zoomer. Et donc là, en fait, on a accès à l'ensemble des options qui sont difficiles à utiliser pour certaines personnes. Donc, par exemple, on va pouvoir zoomer avec juste un doigt ou avec juste l'Apple Pencil. On va pouvoir déplacer notre toile, pareil. On va pouvoir adapter la toile. Donc adapter la toile, ça veut dire qu'elle va se remettre. Donc là, par exemple, si je dézoome, ok, si j'appuie sur adapter la toile, elle se remet sur l'ensemble de mon iPad. Et ensuite, pareil, vous avez défaire et rétablir, puisque normalement on utilise le raccourci des deux doigts. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne peuvent utiliser que l'Apple Pencil ou un seul doigt. Ensuite, on retourne dans nos fameux réglages. Donc là, je vais retirer ça et je vais réactiver la notification décrivant les couleurs. Alors ça va plus être pour les personnes qui vont avoir des problèmes au niveau de comment, de voir les couleurs en fait tout simplement. Et donc quand elle va cliquer sur une couleur ici,
on va se retrouver avec ici la description de chacune des couleurs. Donc là, on a vraiment la description des couleurs. Pareil, quand on a quelque chose sur notre toile, ok, et qu'on utilise la pipette, on a accès aux différentes couleurs en bougeant. Donc là, blanc et là, cyan, par exemple. Pareil pour la palette de couleurs. La palette de couleurs, on a notre accès à la palette de couleurs classique, comme on a l'habitude d'avoir, mais on a également accès à notre... alors je vais me mettre sur celle-ci, on a accès à un autre aspect qui s'appelle carte. Et donc là, on se retrouve avec l'ensemble de nos couleurs, de notre palette de couleurs, mais cette fois-ci avec des gros... vraiment des très gros aplats de couleurs, plus le nom de la couleur, que l'on peut également d'ailleurs changer ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi personnellement, donc là par exemple si je veux le mettre en anglais, je peux le mettre en anglais, si je veux le réécrire en rouge, j'écris rouge, si j'écris, voilà, je peux écrire ce que je veux. Donc moi je l'ai gardé ça parce que dans mes tutoriels, je trouve ça beaucoup plus simple de pouvoir vous proposer ce genre de palette où j'aurais nommé moi-même mes couleurs et donc je pourrais vous préciser beaucoup plus facilement quelle couleur utiliser. Mais voilà, en règle générale, j'ai envie de vous dire, vous serez peut-être plus à l'aise avec ce genre de palette. Mais sachez que du coup, si vous créez une palette, moi j'ai tendance à créer une palette par bloc de couleurs comme ça. Par contre, dans les cartes, ça devient n'importe quoi. Donc l'idée, c'est qu'il faut réaliser plutôt une palette dans ce sens-là, donc vraiment sur la lignée, y aller en ligne. Et donc quand vous allez passer sur la carte, vous allez vous retrouver avec une palette qui est quand même beaucoup plus agréable à l'œil. Et vous voyez qu'ici, j'ai déjà renommé mes couleurs, rouge Noël, vert sapin, etc. Donc voilà pour l'accessibilité au niveau des couleurs. Quand on revient par ici, on continue, on a le retour sonore qui lui, donc comme le nom l'indique, on a vraiment ce retour sonore, donc quand on sélectionne. Alors je pense pas que vous avez accès au son. Et donc là vous allez voir que c'est assez drôle en fait. Quand on n'a pas forcément besoin des retours sonores, c'est assez drôle. Donc là par exemple je fais ça. Là, je fais un rond parfait, ça fait un ding. Et tout ce que vous allez faire, ça va vous faire un bruit. Donc là, je ne vais pas parler pour que vous entendiez. Donc là, on a entendu un petit bruit. Là aussi. Là aussi. Si je rentre à l'intérieur, que je gère ça, ça va faire un bruit aussi. Voilà, donc c'est assez drôle. Il y a vraiment pour plein de choses, ça a fait du bruit un peu pour tout. Je m'étais noté quoi? Je m'étais noté aussi l'opacité. Exactement pareil. On a aussi quand on crée un nouveau calque, ça fait un petit bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Redimensionner un objet. Voilà, ça fait un ding comme c'est quand c'est prêt, qu'on fait la sonnette dans le restaurant. Et enfin, du coup, la dernière option pour l'accessibilité, ça va être... Donc moi, je vais remettre ça. Alors honnêtement, je ne vais pas vous montrer parce qu'on ne voit rien. C'est l'aide à la pression. Donc je vais reprendre ce qui est écrit sur le site de Procreate. Conçu pour les personnes qui ressentent des tremblements, ils désignent leur premier contact comme celui auquel l'iPad répond et non les contacts ultérieurs qui se produisent après leur premier contact. Donc en réalité c'est vraiment une option pour aider à la pression pour les personnes qui tremblent notamment. Voilà donc pour l'accessibilité, il y a encore une dernière chose que je veux vous montrer et là c'est carrément dans les réglages entiers de votre iPad puisque quand vous avez des problèmes de vue, vous pouvez bien évidemment augmenter la taille par exemple de la police des textes de votre iPad. Il y a plein d'options qui se font pour ça, mais le problème c'est que la plupart des logiciels ne sont pas adaptés pour ça et donc là Procreate a vraiment modifié ça pour que tout le monde, pour que quand on modifie la grosseur de la police de texte, des textes dans l'iPad, ça fonctionne également sur l'application. Donc là, il faut aller dans vos réglages à vous, dans accessibilité, et là vous allez dans affichage et taille du texte, et donc vous avez la possibilité de mettre la police qui est plus grande,
Donc là, vous gérez avec la police plus grande. Et quand vous allez sur Procreate, ça fonctionne également. Vous avez tout qui est beaucoup plus gros. D'accord ? Donc ça fonctionne avec ça fonctionne avec les icônes. Tout est beaucoup plus gros. Les menus sont beaucoup plus gros. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez gérer absolument tous les autres. Hop, je vais me remettre comme ça. Vous avez également pour les boutons, le texte en gras par exemple, ça fonctionne également sur Procreate. Vous avez plein de choses ici, vous pouvez augmenter le contraste, différencier sans couleur, etc. Et tout va se faire également sur Procreate. Donc ça c'est trop cool. Et donc maintenant qu'on a vu toutes les options concernant l'accessibilité pour les personnes qui ont des tremblements ou des problèmes de vue, on va passer à tous les autres changements qu'il y a eu pour tout le monde, qui concernent absolument tout le monde. Et je vais vous montrer ça de suite. Et on va commencer de suite avec les changements des brushes. Donc les brushes, il y a eu des changements, donc en plus des changements que je vous ai parlé concernant le groupe avec les nouvelles brushes qui sont ici, ça c'est fait. Il y a également un nouveau dossier qui a été rajouté, donc tout en haut de votre liste de brushes, qui s'appelle récent. Et ça c'est absolument magique et ça manquait énormément à Procreate. C'est un dossier qui vous permet d'avoir un historique des brushes que vous avez déjà utilisés. Quand je dis bien utiliser, pas sélectionner. Si vous sélectionnez une brush mais que vous ne l'utilisez pas, elle ne sera pas mise dans ce dossier-là. Par contre, si vous prenez une brush, imaginons, là j'ai Dry Brush, Script, Kunayin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une qui n'a rien à voir. Je vais prendre la Plume Studio, ok. Je vais dessiner avec, hop. Et quand je reviens dans récent, j'ai bien Plume Studio qui s'est mis dans mon dossier. Pourquoi elle n'est pas tout en haut ? Eh bien tout simplement parce que j'en ai piné une. Donc je vais vous expliquer. En gros j'en ai mis une qui peut être par exemple toutes vos brushes qui sont vos favorites, celles que vous utilisez souvent, vous pouvez les mettre en haut de ce dossier-là pour pouvoir y accéder en permanence. Et ça c'est génial. Donc pour ça, vous épinglez les brushes que vous utilisez le plus souvent. Donc je refais, vous glissez vers la gauche, vous appuyez sur épingler et là vous avez la petite étoile qui s'affiche et ça va vous permettre d'avoir toujours ces brushes là en haut du dossier récent et donc que vous n'avez pas tout le temps à chercher en permanence. Si vous pouvez la désépingler, vous pouvez également supprimer et vous pouvez la rechercher dans les dossiers. Donc si par exemple vous la recherchez dans vos dossiers, vous ne savez plus où elle est, vous avez juste à cliquer sur rechercher et ça va vous remettre dans le dossier ancrage Plume Studio, ça me l'a retrouvé. Ça c'est absolument génial. Donc vraiment profitez-en, c'est hyper pratique quand on oublie souvent les brushes qu'on utilise, quand on fait des tests et qu'on veut revenir, etc. C'est vraiment super bien. Ensuite, deuxième changement concernant les brushes, vous avez possibilité d'enregistrer ici des tailles, de préenregistrer des tailles de brush que vous utilisez par exemple pour une illustration. Imaginons que vous utilisez une grosse taille pour pouvoir ici faire des contours. Vous allez pouvoir tout simplement vous cliquez ici sur le petit, là vous vous mettez sur la bonne taille, vous cliquez dessus et vous appuyez sur le plus. Ça va vous créer une sorte de petite encre ici et que vous allez pouvoir revenir dessus. Et donc vous pouvez pouvoir par exemple enregistrer une taille un peu plus petite pour d'autres éléments de votre illustration et peut-être que vous avez des détails très très fins dans votre illustration et vous voulez toujours utiliser la même taille de brush. Et donc vous créez par exemple vos trois petits traits ici, c'est une sorte de rappel des encres. Et en fait, à chaque fois, vous avez juste à vous déplacer dessus. Et dès que ça fait une sorte de clignotement comme ça veut dire qu'on est bien dessus. Là, on n'est pas dessus. Là, on est dessus. Là, on n'est pas dessus. Là, on est dessus. Donc, et après, pareil, le même système, vous pouvez également... Donc là, bien évidemment, quand je fais ça, je vais toujours avoir la même taille de brush. Donc si je repars, hop, là j'ai la même taille. Et là j'ai la même taille. Donc vraiment, c'est vraiment super sympa. Et après, pour les retirer, vous avez juste à cliquer dessus et appuyer sur le moins. Et il y a exactement le même fonctionnement sur l'opacité. Vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà, donc ça c'est vraiment super cool. Ensuite, il y a eu un changement qui a été réalisé au niveau de l'assistant d'animation pour créer des gifs et des animations sur vos illustrations.
on peut utiliser le système de pelure d'oignon. Donc, je vais vous montrer. Quand vous activez donc ici dans Action, Toile, Assistant d'animation, que vous êtes sur votre animation, dans les réglages, vous avez la fameuse pelure d'oignon qui vous permet de visualiser les images précédentes. Donc précédentes ou suivantes d'ailleurs. Et donc ces images-là, elles se mettent dans des couleurs différentes. Le truc, c'est qu'avant, on ne pouvait pas changer la couleur de ces pelures d'oignon, de cette pelure d'oignon, et donc quand on avait, c'était toujours rouge et vert. Le problème, c'est que quand on a une illustration avec du rouge et du vert, ben en fait, on ne voit pas notre couleur de nos pelures d'oignon, donc c'est très embêtant. Donc l'idée, c'est que vous avez le droit maintenant de changer ces fameuses couleurs de pelure d'oignon, et on le voit bien ici, ça se change. Donc il y a des couleurs qui sont plus visibles que d'autres en fonction de votre animation, et franchement ça c'est cool, c'est vraiment cool d'avoir fait ce changement là. Ensuite, sur le même principe que l'assistant d'animation, ils ont créé un nouvel assistant qui s'appelle l'assistant de page, et ça c'est absolument génial. Donc je vais revenir sur ma galerie et je vais vous montrer tout ça. Donc ici, je vais le désactiver, hop. Je me retrouve ici sur une toile basique, on va dire. Je vais appuyer sur Action Toile et vous allez activer l'assistant de page qui est juste ici. En activant cet assistant de page, vous allez vous retrouver avec chacun de vos calques va se transformer en page. Ok, vos pages, vous les avez également ici, donc vous pouvez y aller, vous pouvez passer d'une page à une autre avec ce petit menu là. Vous pouvez également appuyer sur nouvelle page, ça va vous créer une nouvelle page, donc un nouveau calque. C'est exactement le même principe, le même fonctionnement en tout cas que l'assistant d'animation au niveau des calques. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous voulez créer un PDF, très bien, vous créez un PDF. Par contre, si vous avez besoin d'utiliser plusieurs calques pour une seule page, il va falloir forcément créer un groupe, puisque à chaque calque de créer, eh bien, on se retrouve avec une page différente. Mais si on veut mettre plusieurs éléments sur la même page, eh bien, il va falloir créer des groupes. Donc, on crée un groupe et on appuie sur grouper. Et là, c'est ce groupe-là qui correspond à une page. Donc, dans ce groupe-là, on va pouvoir y insérer plein d'éléments différents. Donc, par exemple, là, je peux faire un trait. Sur celui-là, je peux faire un rond et je vais me retrouver avec tous ces éléments-là sur une seule et même page. Donc voilà en quoi ça consiste. Vous pouvez donc vous pouvez créer des PDF, donc notamment grâce à ça. Vous avez juste à partager ici, partager les calques. N'oubliez pas que ce sera dans partager les calques et pas partager l'image, sinon vous allez vous retrouver avec une seule et même image. Il faut bien partager les calques en PDF. Vous appuyez dessus, vous faites bon, mieux ou meilleur en fonction de la qualité que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez du coup l'enregistrer dans les fichiers ou sur autre chose d'ailleurs. Ensuite, vous appuyez sur enregistrer. Alors, moi je ne vais pas l'enregistrer puisqu'il est déjà enregistré. Je vais vous montrer ça dans mes fichiers. Il est bien ici et je me retrouve avec une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Alors, pourquoi j'ai une page blanche au début? Parce que la fois où j'avais fait le test, eh bien j'avais en fait un autre calque. J'avais un calque, page 1, page 2, page 3, page 4 et un autre calque blanc comme celui-ci juste en dessous. Et donc forcément, ça m'avait créé une autre page, une page blanche. Alors, c'est franchement génialissime pour créer des documents, mais vous pouvez également utiliser cet outil pour créer des bandes dessinées. Vous faites, dans chacun des dossiers, vous avez une vignette. Et donc, à la fin, au final, vous avez votre bande dessinée quand même sur votre feuille. Et ça, c'est trop cool. C'est trop pratique. Ensuite, vous pouvez également importer un PDF pour travailler dessus, par exemple pour l'annoter. Pour annoter votre PDF, vous avez besoin de rédiger des choses dessus ou de modifier ce PDF, et bien vous allez tout simplement l'importer. Vous allez cliquer sur importer, vous allez trouver votre PDF, vous cliquez dessus, ça va l'importer dans votre galerie, rentrer dedans, et là vous allez vous retrouver avec l'ensemble des pages de votre
PDF que vous pouvez modifier avec le même principe. En rajoutant un calque et en le mettant dans un groupe, vous pouvez modifier, écrire du moins, annoter ce que vous voulez sur ces pages-là. Donc là, par exemple, si vous voulez annoter, vous voulez écrire un truc ici, vous créez un nouveau calque que vous mettez dans un groupe et vous vous retrouvez toujours avec le même nombre de pages qu'au départ. Voilà pour ce super outil, franchement c'est absolument génial, on peut en faire plein de choses. Allez, donc maintenant il nous reste plus grand chose à voir, je vais vous montrer tout ça, notamment dans le réglage des filtres dans les ajustements. Alors dans les ajustements, avant on avait la possibilité de cliquer soit sur le calque, soit sur l'Apple Pencil. Et donc on avait possibilité de choisir si on voulait activer notre filtre ou nos ajustements sur l'ensemble de notre calque ou juste avec le tracé de notre Apple Pencil, et fallait en permanence passer d'un outil à l'autre si on voulait utiliser les deux. Là, l'idée c'est qu'ils ont refait comme avant la version de Procreate 5X, c'était comme ça. Et donc avant, on avait juste à cliquer dessus et utiliser du coup l'ajustement comme on veut. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc là, je vais me mettre sur mon feuillage ici. Je vais appuyer sur teinte, saturation, luminosité. Et donc là, par défaut, ça va s'activer sur l'ensemble de notre calque. Donc là, l'ensemble de mon calque, c'est la couleur ici de mes feuilles, de mes fleurs. Donc là, par exemple, je vais pouvoir les mettre en rose. Par exemple, si je décide de les mettre en rose, je peux jouer avec ici tous mes réglages qui sont juste là, ok ? Et par contre, si à un moment donné, j'ai envie de changer un morceau seulement de ce calque-là, eh bien, je peux aller ici, sur la petite flèche ici, appuyer sur Pencil. Et là, ça va avoir un impact seulement sur mon... Comment dire ? Alors là, je vais annuler. Sur la brush. Donc là, par exemple, si je prends si je vais dans matériaux, que je prends quelque chose comme ça, et que donc là je peins ici par exemple, ok, je peins là, et bien ça va activer les filtres que je vais gérer ici seulement sur la partie où je viens de peindre avec mon pinceau. Et donc là je vais pouvoir par exemple reprendre ce qu'il y avait juste avant et par exemple juste baisser un peu la luminosité ou augmenter la luminosité pour faire une sorte de la saturation et la luminosité pour par exemple faire une sorte d'ombre sur le bas par exemple de ma plante sans avoir absolument à changer la couleur. Je peux le gérer avec cet outil là et en fait on peut passer d'un endroit à l'autre en permanence. Donc là si par exemple je veux remodifier l'ensemble de la couleur de mon calque, eh bien je peux changer juste la couleur et ça va garder ce principe de début avec où j'ai ombré le bas de ma plante. Mais par contre, on peut changer totalement la couleur. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est hyper pratique parce qu'on peut vraiment passer de l'un à l'autre très facilement sans sortir de l'outil. Enfin, pour les dernières modifications qu'il y a eu, les dernières nouveautés, c'est des toutes petites que je veux juste vous raconter rapidement. Il y a 3 nouvelles langues qui ont été rajoutées. Ensuite, vous avez l'historique de couleurs qui normalement a été ajouté pour tout le monde. Je dis bien normalement, je n'ai pas encore l'assurance de ce que je viens de dire, mais normalement, avant l'historique de couleurs était disponible que sur certains iPads. Normalement, vous avez accès maintenant tous à l'historique de couleurs. Et en plus de ça, vous avez le nombre de calques qui augmente. Donc ça c'est vraiment topissime. Vous avez accès à beaucoup plus de calques maintenant par rapport à avant. En fait, ils nous donnent Procreate a accès à plus de puissance de notre iPad et donc on a accès à plus de calques et donc possibilité d'augmenter également la taille de nos fichiers, ce qui est logique. Donc maintenant, moi personnellement, je sais que ça dépend de l'iPad, moi personnellement je peux aller jusqu'à 8000 pixels, en carré 8000 pixels et j'ai quand même 4 calques en 300 dpi, ce que je ne pouvais pas faire avant. Je sais que, parce que je l'ai vu dans certaines vidéos, que certaines personnes peuvent aller jusqu'à 16 000 pixels en largeur et 8 000 en hauteur, et c'est fou.
Donc faire du 16K et franchement, du 4K et franchement, c'est trop cool quoi. C'est trop cool, donc voilà, donc ça ça va aider beaucoup de personnes, surtout les personnes qui ont un iPad avec peu de puissance et pas très récent, et donc ça va vous permettre d'avoir accès à plus de calques lorsque vous ferez vos illustrations. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce tutoriel. Personnellement, les nouveautés que j'ai préférées, c'est vraiment le dossier récent dans les brushes qui nous permet d'accéder aux récentes brushes, aux brushes récemment utilisées, et en plus de pouvoir épingler nos favoris, donc ça c'est trop cool. Et en plus de ça, l'assistant de page qui va me permettre personnellement de créer des PDF et des documents avec différentes pages, et moi ça va énormément m'aider. Donc franchement, je suis trop contente. N'hésite pas à me dire toi en commentaire quelle est la nouveauté que tu préfères, ou que du moins que tu as découvert peut-être aujourd'hui ou que tu as déjà testé. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait pour recevoir les notifications des prochains tutoriels Procreate en français, dans la joie et la bonne humeur, si tu veux apprendre à utiliser Procreate. Voilà, pareil, si tu es intéressé par l'aquarelle, la créativité en général, abonne-toi, tu recevras toutes les notifications de mes vidéos. Et n'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a plu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite dans de nouveaux tutoriels. Ciao!